Fête de fin d'année 2016 heureuse pour les veuves et orphelins de la commune de Yopougon. L'organisation non gouvernementale chrétienne Minoge leur a fait des dons. Enfin, 27 décembre 1983, le pape Jean-Paul II donne une leçon à l'humanité en pardonnant à son agresseur. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Des ouvrages scolaires et autres kits informatiques offerts aux meilleurs élèves du lycée Mamie Fété de Bergeville. C'est un don de Miss Monde des adolescentes. Elle a en effet séjourné récemment en Côte d'Ivoire. On fait le point avec Mamadou Kouassi. Miss Monde des adolescentes 2016 au lycée Mamie Fété de Bergeville. Rib El Kadiri, âgée de 16 ans, hier pour échanger avec ses camarades sur son combat pour la promotion de l'éducation de la jeune fille. Cette Marocaine de 16 ans veut partager avec les élèves de ce lycée d'excellence sa vision pour un meilleur avenir de la jeune fille. Le message le plus important, je dirais, c'est qu'on peut obtenir et avoir tout ce qu'on se met sur la tête. Donc moi j'encourage beaucoup de jeunes filles ici qui veulent suivre leurs rêves et donc je l'encourage et ils peuvent réussir. Miss World Teen ou encore Miss Monde des adolescentes a profité de son passage au lycée Mamie Fété de Bergeville pour récompenser les meilleurs élèves de ce premier trimestre. Ces meilleurs élèves de moins de 16 ans reçoivent des kits scolaires et des tablettes numériques. Rib El Kadiri est accompagné dans son initiative par l'ONG FAZ, Force africaine pour la solidarité, l'éducation et le développement. Nous avons posé l'acte dans le but vraiment de les encourager, les amener à vraiment étudier, à comprendre que d'une manière ou d'une autre, ils ont du soutien quelque part. Le proviseur du lycée Mamie Fété de Bergeville a salué les actions de Miss Monde des adolescents 2016 et de l'ONG FAZ. Elle encourage donc les élèves à fournir plus d'efforts pour s'assurer un meilleur avenir. On leur donne des outils de travail, des livres, des sacs, des tablettes. C'est pour faire des recherches, c'est pour travailler. Donc ce n'est que ça. Leur demander de se mettre au travail pour vraiment être des femmes leaders de demain. Pendant son séjour en Côte d'Ivoire, Miss Monde des adolescentes 2016 va visiter différentes écoles et pouponnières d'Abidjan et de Jacquesville. Elle y fera également des dons. Au chapitre santé, ce don de médicaments aux enfants diabétiques du district d'Abidjan. C'est une initiative de l'Association pour la santé de la femme et de l'enfant diabétique. La cérémonie de remise de ce don s'est déroulée récemment à l'Institut national de santé publique dans la commune d'Adjamé. Chantal Akandan. Ce sont 50 enfants diabétiques qui ont reçu des insulines et des lecteurs de glycémie au cours de cette cérémonie de remise de dons. Ce geste est apprécié à sa juste valeur par les bénéficiaires. On est très content que quelqu'un se soucie de notre état parce que c'est pas facile. Le fait de recevoir des bandelettes, tout ça, parce que c'est cher. Donc se dire que quelqu'un se soucie de nous pour nous aider financièrement et émotionnellement, ça fait plaisir. Sentir aimé, ça fait plaisir. À travers ce don, l'Association pour la santé de la femme et de l'enfant diabétique, ASFED, en cette période de fin d'année, veut soulager un tant soit peu ces malades et leurs familles. Ça s'inscrit un peu dans nos objectifs, c'est-à-dire offrir de temps en temps de l'insuline et des lecteurs aux enfants parce que l'insuline égale la vie. C'est notre souffle de vie. Imagine qu'on passe une journée sans faire d'injection. On va se retrouver en une situation d'hyperglycémie et ça, c'est un peu le coma. Pour nous, c'est le plus gros cadeau en fait. Cette cérémonie de don d'insuline et des lecteurs de glycémie est à sa 4e édition. L'objectif de l'ASFED est de militer pour le bien-être socio-médical des enfants et des femmes enceintes atteintes du diabète. Au nombre de leurs activités, des campagnes de sensibilisation et de dépistage du diabète à travers le pays. Des vivres et non-vivres offerts à environ 200 veuves et orphelins de la commune de Yopougon. C'était lors de la 14e édition de l'Arbre de Vie, une initiative de l'organisation non gouvernementale chrétienne Minoge. C'est un reportage de Serge Collier. L'Arbre de Vie est une action caritative initiée il y a plus d'une décennie par l'ONG Minoge, le ministère international de la nouvelle génération, présidé par Béni Marthe Dion. Cet événement annuel est à sa 14e édition. Il vise à apporter sourire et réconfort aux veuves. Plus de 200 femmes, accompagnées de 300 enfants, ont reçu des sacs de riz, de l'huile, des pagnes et bien d'autres produits alimentaires ou effets vestimentaires.
Pour le révérend Béni Marthe, la présidente de l'ONG Minoj, le ministère international de la nouvelle génération, comme cela est de coutume, entend ainsi faire profiter la veuve et l'orphelin de ces instants de convivialité et de gaieté qui marquent la fin de l'année. L'ONG a remercié la première dame Dominique Ouattara pour avoir contribué à la réalisation de cet arbre de vie. Nous disons grand merci à la première dame qui, parmi les enfants démunis qu'elle a reçus, a aussi comblé de biens et de cadeaux nos enfants, les orphelins du Minoj. Ce n'était pas permis que je puisse avoir un pain à ce moment, dans ces temps-là, mais le Seigneur a permis que j'ai un pain. Donc vraiment, je suis dans la joie. Le ministère international de la nouvelle génération existe depuis juin 1999. Souvenez-vous des orphelins et des veuves est le message qui guide ses actions. République démocratique du Congo, la conférence des évêques catholiques reprend aujourd'hui sa médiation pour faciliter le dialogue entre le pouvoir et l'opposition congolaise. Direction à présent Madagascar. Le nord de cette île est considéré comme le paradis du cacao. La production annuelle s'élève à 7000 tonnes, mais à défaut de quantité, les producteurs misent sur la qualité des fèves destinées aux marchés internationaux. Ces cabosses de cacao sont à l'origine de certains des meilleurs chocolats au monde. Nous sommes à Ambans, au nord de Madagascar, dans des plantations estampillées bio et équitables. Ici, les cacaoyers appartiennent aux meilleures espèces, notamment le criollo, qui donne un cacao raffiné. Il pousse sans engrais chimiques, la saison sèche les préserve des moisissures et l'insularité des maladies. Sur son hectare, Cyril cultive aussi du café et de la vanille, mais c'est le cacao qui lui permet de nourrir sa famille. Cacao plus rentable plus que la vanille parce que le cacao ça pousse toute l'année. Mais la viande, si elle ne veut pas cacao, c'est difficile. Après la récolte, les petits planteurs extraient les fèves fraîches. Ils les vendent à de grandes compagnies via des coopératives locales qui s'occupent de la fermentation et du séchage des fèves. Cette semaine, Cyril a touché 70 centimes d'euros par kilo de fèves brutes, alors que le chocolat fin issu de ces fèves peut valoir jusqu'à 50 € le kilo en Europe. Nous sommes toujours exploités par les Blancs. Oui. Et nous sommes conscients de notre sort aussi. Et en plus, normalement, le prix que tous les collecteurs qui prennent maintenant, ce n'est pas la vérité de prix. Le prix doit être triplé. C'est ça le vrai prix. La majorité des habitants de la région travaillent pour les petits propriétaires comme Cyril ou dans les grandes plantations. Le cacao fin les fait vivre, mais pas s'enrichir. La valeur est ajoutée en Europe car les planteurs n'ont pas les moyens de se lancer dans la fabrication du chocolat. Même les grands producteurs comme Mava exportent l'essentiel de leur récolte aux conditions dictées par le marché. Le cacao fin n'échappe pas à la pression exercée par les grands groupes sur le marché global du cacao. La grande partie du chocolat, il est produit avec un cacao, pas des cacaos fins. Et les sociétés qui commercialisent la plus grande partie de ce cacao-là, c'est des grandes sociétés, Lindt, Kraft, Suchard, Mars, pour faire de la barre chocolatée. Et ça, c'est des sociétés qui essayent souvent d'abaisser les prix du cacao, qui eux sont déterminés par la bourse. Une petite partie de la production de Mava est transformée dans le pays par la chocolaterie Robert, qui exporte des plaquettes et en vend aussi sur place. Mais avec 90% de la population sous le seuil de pauvreté, rares sont les Malgaches qui peuvent déguster le chocolat produit sur leur île. Fait insolite en Russie, il n'y a pas d'âge pour être mannequin. Il n'est donc pas rare dans ce pays de retrouver des seniors en train de défiler sur des podiums ou participer à des séances photos. Regardez. Igor est un chasseur. Sa proie, le troisième âge. Dans le centre-ville de Moscou, ce photographe est constamment à l'affût de nouveaux visages pour son site web dédié à la beauté des personnes âgées. D'abord, je regarde le visage. Il doit être charismatique et intéressant. Il doit contenir quelque chose que la personne a reçu en héritage de ses parents ou de la nature. Et aussi une autre chose, la beauté qu'il ou elle a réussi à maintenir tout au long de sa vie. Au hasard des rencontres, Igor remplit son catalogue. À l'intérieur, déjà plus d'une dizaine de retraités devenus mannequins. Olga a été la première à taper dans l'œil d'Igor. Avant la retraite,
Cette passionnée de la vie sauvage participait à des expéditions scientifiques aux quatre coins de la Russie. Aujourd'hui, elle prend la pose pour des magazines de mode. Au début, je me suis dit, mais comment je vais faire ça? Je suis une dame de 70 ans. Mais ensuite, on vous habille, on vous maquille, et au final, c'est très beau. Et de plus, il y a quelque chose à l'intérieur de moi que je veux donner aux gens. Une séance photo professionnelle, c'est aussi un revenu supplémentaire non négligeable dans un pays où la retraite mensuelle moyenne s'élève à environ 200 €. En Russie, près d'un quart de la population a dépassé l'âge de la retraite. Quand les enfants et les adolescents verront des personnes âgées sur les couvertures des magazines, ils ne seront plus effrayés par la vieillesse. Ils respecteront davantage leurs parents et comprendront qu'être âgé, c'est beau. En refusant de se dédier exclusivement à leurs petits-enfants, Olga et les autres mannequins d'Igor bousculent les codes de la société russe traditionnelle. Ils espèrent désormais que leur exemple sera suivi, toutes générations confondues. 6 morts et 18 disparus aux Philippines après le passage du typhon Nocten le 25 décembre dernier. Cette catastrophe a grandement perturbé les célébrations de Noël en semant le chaos sur son passage. De nombreux hôpitaux, maisons et écoles ont été emportés par les vents. En Turquie, l'ouverture aujourd'hui du premier procès des policiers mis en cause dans le coup d'État manqué du 15 juillet dernier. 29 éléments de la police turque sont accusés d'avoir refusé de défendre le président Recep Erdogan. À noter que 21 d'entre eux risquent la prison à perpétuité. Enfin, 27 décembre 1983, tout le monde a certainement gardé en tête cette image forte. Il s'agit du pardon de Jean-Paul II à son agresseur Ali Agca. Le souverain pontife a en effet rencontré en prison ce jeune Turc de 23 ans qui avait tenté de l'assassiner le 13 mai 1981, place Saint-Pierre de Rome. Les explications de Franck Quadio. Le 27 décembre 1983, le pape Jean-Paul II rend visite à Ali Agca, l'homme qui a tenté de l'assassiner. C'est à Rebibia, dans cette cellule de prison, que les deux hommes s'étreignent. Ali Agca se confesse. Le pape lui tapote l'épaule. Jean-Paul II est venu redire son pardon à celui qui avait tenté de l'assassiner le 13 mai 1981. Ce jour-là, le pape avait immédiatement accordé son pardon et avait demandé aux chrétiens catholiques de prier pour son assassin. Ali Agca Mehmet. Qui est-il? Ali Agca, un Turc de 23 ans au moment des faits. Il tire plusieurs coups de feu en direction du souverain pontife au milieu des fidèles sur la place Saint-Pierre à Rome. Le pape survivra à ses blessures après une opération de plus de 5 heures de temps. Mais Agca sera neutralisé et condamné à perpétuité en juin 1981. L'hypothèse d'un complot fomenté par les pays de l'Est sera évoquée pour expliquer cette tentative d'assassinat. Mais les motivations du meurtrier, déjà trempé dans plusieurs affaires de meurtre, resteront une énigme. L'anniversaire de ce 13 mai 1981 est devenu celui du pardon immédiat. Ali Agca, en 2014, s'est rendu sur la tombe de Jean-Paul II dans la basilique Saint-Pierre pour se recueillir et faire corps avec celui qu'il avait tenté de tuer des années auparavant. Ici a eu lieu le 3e miracle secret de Fatima, celui qui disait qu'un pape serait attaqué, mais qu'il allait survivre. Avec mon attaque contre le pape, j'ai créé ce miracle, affirme-t-il. Il a déposé des roses blanches sur la tombe du pape Jean-Paul II. Voilà, merci de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur RTI2.